Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur ITV. En ce début de semaine, nous sommes lundi 12 octobre et voici votre journal dans l'actualité de ce soir. Les recettes en chute libre dans les communes du Sénégal, 70% de pertes causées par la crise sanitaire mondiale. Les détails de l'étude menée par le Haut Conseil des collectivités territoriales à suivre dans quelques instants. Nous irons ensuite voir ces 58 familles qui vivent dans le camp des sinistrés de Keur-Massar. Elles ont perdu leur maison dans les inondations, une nouvelle vie avec son lot de manquements. Le ministre de la Femme et de la Famille a rendu visite à ses citoyens sénégalais. L'environnement menacé par les déchets électriques et électroniques, comment construire des barrières pour limiter les effets néfastes de ces déchets. Les acteurs du secteur informel vont être formés à l'initiative de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Et enfin, la page des sports de ce lundi qui sera présentée par Seikou Seydi. Plusieurs communes du Sénégal ont perdu au moins 70% de leurs recettes en raison de la crise sanitaire mondiale. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et dans quelques instants, Adam Assar nous en dira plus. D'un autre côté, le coronavirus perd quand même du terrain puisque la tendance baissière se maintient. 24 nouvelles contaminations ce lundi sur un total de 639 tests envoyés au laboratoire. 93 patients ont été déclarés guéris, 6 sont encore dans un état grave et un cas de décès est à déplorer. 58 familles vivent actuellement au camp des sinistrés de Keur-Massar. Elles ont tout perdu, leur maison à cause des inondations. C'est une nouvelle vie pour ces familles, un quotidien donc différent. Le ministre de la Femme et de la Famille envisage de prendre en charge les quelques 165 enfants qui vivent dans ce camp de sinistrés en accompagnement à travers des activités d'animation et socio-éducatives. Et c'est Mamadou Lamine Fati qui nous en parle. Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, au chevet des populations sinistrées des inondations de Keur-Massar, Ndeye Saly Diop Dian, revient sur les actions de l'État sur les inondations. L'appui dont je suis porteuse aujourd'hui vient aussi en appoint aux efforts déjà consentis par les autres démembrements de l'État, de la société civile et des partenaires au développement sous la supervision vigilante et responsable de sécurité administrative coordonnée par M. le gouverneur de la région de Dakar. Nous avons en partage la certitude que les inondations seront bientôt derrière nous et un vieux souvenir dans notre pays avec la mise en œuvre des importants projets inscrits dans le programme décennal de gestion des inondations dont la poursuite accélérée se traduira par un programme spécial de 30 milliards de francs CFA sur financement de la Banque mondiale et un renforcement des ressources de l'Office national de l'assainissement d'un montant de 13 milliards du budget national pour les besoins de l'interconnexion de l'ensemble des projets et des acteurs. Pour la prise en charge des enfants sinistrés, le ministre de la Femme compte accompagner les initiatives des organisations en faveur des enfants du camp des sinistrés de Keur-Massar. Les vaillantes familles impactées par les inondations et qui vivent avec dignité cette épreuve et leur transmettre encore les encouragements ainsi que les salutations chaleureuses du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Vous ne serez jamais seul dans cette difficulté. Au nom de la nation et du principe de solidarité, il a engagé tout le gouvernement à être constamment à vos côtés et à ne ménager aucun effort pour apporter une solution durable à la problématique des inondations et pour vous apporter soutien et réconfort. En dépit des efforts de l'État pour soutenir les sinistrés des inondations, les conditions des familles logées dans le camp de Keur-Massar sont à améliorer, notamment au niveau de l'hébergement. La promiscuité est un problème sous les tentes. Et les résidents de Keur Daouda-Sarr à Bambilor s'opposent à toute construction dans leur espace public. Il y a d'ailleurs un arrêté de la mairie qui interdit tous travaux dans ces espaces. Mais des projets sont toujours en cours et le promoteur fait d'ailleurs l'objet d'une plainte. Et je vous propose d'écouter le porte-parole de ces résidents. Il s'appelle Ablaïba et Babacar Seck l'a interrogé pour nous. Nous sommes un collectif qui réside ici, les riverains, sur un lotissement dit lotissement Moussandoui. À l'origine, qui nous avait vendu ici donc des parcelles, des maisons.
Si vous regardez aujourd'hui, presque tout le monde a construit. Et à l'origine, sur le plan, il y avait un espace que nous avions donc indiqué comme étant un espace dédié à l'espace public. Donc à l'origine, c'est avec ce plan qu'on nous a vendu tous ici les maisons qui sont là. Malheureusement, ces derniers temps, quelqu'un est venu donc agir sur le site de manière irrégulière. Il est venu, il est en train de construire sur donc l'espace dédié donc à l'équipement, espace public. Nous-mêmes, on s'apprêtait à faire ici de l'espace, vraiment l'aménager pour nos enfants, pour nous-mêmes. Donc c'était ça. On est parti, on nous a demandé de faire une plainte. On a déposé là-bas une plainte. Malheureusement, ça n'a pas donc eu de suite. Et on nous a dit après que voilà, c'était une dénonciation. Il fallait porter plainte. Ce qu'on a fait. On a porté plainte parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous voyons autour de nous dans l'environnement, les inondations, c'est dû à ça. C'est parce que les gens agissent de manière irrégulière. Nous, on a porté plainte. Si le droit lui donne raison, on se plie. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Républicains, mais aussi on ne peut pas nous vendre aussi la base d'un plan. À l'origine, on dit que c'est le plan que vous avez ici, donc ici cet espace est dédié à l'équipement, et se réveiller un jour, voir quelqu'un construire sur cet espace-là. On ne peut pas donc baisser les bras et laisser faire. Une plainte donc déposée contre Ousmane Diaye, le promoteur pour occupation irrégulière et non-respect des arrêts de la DSCOS. Nous avons joint ce promoteur justement, mais il ne souhaite pas réagir à ces accusations. À noter que les deux parties ont été convoquées devant le tribunal ce 15 octobre. C'est considéré comme un enjeu environnemental majeur, les déchets électriques et électroniques. Et c'est justement pour saisir ces opportunités de préserver notre environnement que les acteurs du secteur informel vont bénéficier d'une formation en gestion de ces déchets électriques et électroniques. Aminataba avec Souleymane Meng. Pour une bonne gestion des déchets électriques et électroniques, l'Agence de l'informatique de l'État a initié une formation à l'intention du secteur informel. L'essentiel du travail repose sur les matériels électroniques. D'étudier, dans un premier temps, quelles seraient les options possibles, techniques, économiques, de recyclage et de valorisation de ces déchets, et d'apporter une composante, disons, d'aide à l'investissement, pour la mise en place d'un centre, alors de démantèlement peut-être, de travailler sur l'amont de la filière, notamment sur le renforcement des étapes de collecte et de démantèlement, ce qui justifie l'organisation de l'atelier que nous avons aujourd'hui donc avec le secteur informel. Ces déchets ont des impacts négatifs considérables sur la santé humaine et sur l'environnement, un véritable poison pour l'écosystème. Les déchets des équipements électriques et électroniques renferment des substances particulièrement alcalines et potentiellement dangereuses. Dans ces déchets, nous trouvons des substances dangereuses telles que le phosphore, il y a le cadmium à l'intérieur, le fer, le cuivre, l'or, n'est-ce pas? Une mauvaise gestion de ces équipements donc, permettra à ces substances dangereuses, n'est-ce pas, par le biais de la pluie et autres, n'est-ce pas, d'affecter la nappe phréatique. L'association des récupérateurs de Mbobos salue l'initiative. De leur point de vue, c'est une opportunité de valoriser les déchets. On a l'espoir à travers cet atelier. Nous, les récupérateurs, nous pourrons être plus performants dans notre domaine pour bien valoriser les déchets et aussi se méfier des dangers de ces déchets. L'Agence de l'informatique de l'État a mis en place un centre de recyclage à Colobane pour gérer les déchets électriques et électroniques. Ce centre est géré par des personnes à mobilité réduite. Elles ont bénéficié de formations dans ce domaine. Aminataba, parlant toujours de gestion, mais cette fois de ressources halieutiques. Les acteurs veulent être impliqués dans tous les processus. La vice-présidente du GAIPES estime qu'ils ont droit à la parole. Je rappelle que le GAIPES est le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal et donc sa vice-présidente Fatou Niang Ndiaye que nous écoutons au micro de Adam Assar. Nous, notre responsabilité est de dénoncer ce que nous trouvons illégal et contraire aux intérêts du secteur. C'est notre responsabilité. C'est à l'État de voir, d'écouter tous les acteurs et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour veiller à ce que ces ressources halieutiques, qui sont un patrimoine national, soient bien préservées. Mais ce n'est pas parce que nous critiquons une certaine gestion que nous braquons contre l'État, pas du tout. Nous sommes des acteurs et nous apportons notre contribution dans la gestion de ce pays. Nous espérons être entendus et ne pas être vus comme des Sénégalais qui n'acceptent pas l'autorité de l'État. Au contraire, nous acceptons et nous respectons l'autorité de notre ministère, mais pour autant, si nous devons dénoncer un état de fait qui peut menacer durablement les ressources, on va le faire. Autre chose, la journée internationale de la fille a été célébrée hier dimanche. Kolda a préféré poser un débat intergénérationnel sur la santé reproductive et l'autonomisation de la femme. L'essentiel de ces dialogues avec notre correspondant à Kolda, c'est du data. C'est devenu une tradition depuis 3 ans. Kolda, à l'instar des autres localités du pays, célèbre elle aussi la Journée internationale de la fille chaque 11 octobre. L'édition 2020 a été célébrée sur fond de dialogue intergénérationnel autour des sujets relatifs à la santé de la reproduction, mais surtout la promotion de l'autonomie et du leadership féminin. Nous avons aussi décidé de célébrer cette journée ici à Saré Moussa pour permettre aux jeunes filles de Saré Moussa de connaître c'est quoi le centre conseil ado et aussi connaître c'est quoi les clubs de jeunes filles pour qu'elles puissent adhérer. Mais aussi c'est pour sensibiliser les jeunes filles à la promotion de l'autonomisation des filles que nous sommes en train de faire au centre conseil ado. Parce que comme vous l'avez constaté sur la table, il y a des produits que les jeunes filles du centre conseil ado ont produits pour permettre aux jeunes filles d'être autonomes, de ne pas dépendre des jeunes garçons, mais surtout aussi des futurs maris. Parce que nous formons des femmes de demain. Aujourd'hui, grâce au Centre Conseil Adolescent, nous, les jeunes filles de Kolda, avons l'occasion de célébrer cette journée au niveau de notre commune pour pouvoir discuter avec nos parents sur des thèmes sensibles, à savoir les mariages précoces, les grossesses précoces, les mutilations génitales, la malnutrition et d'autres thèmes qui concernent la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, sans pour autant avoir des choses à regretter. Nous avons invité les parents, les pères de famille, les mères de famille, mais aussi les jeunes garçons surtout, pour une communication intergénérationnelle, pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Amener les communautés à changer de regard et de perception sur l'éducation des filles et œuvrer pour leur épanouissement et le cheval de bataille pour les clubs de jeunes filles. Tout le monde doit être au même niveau d'information. L'islam n'a jamais permis l'excision des filles, des femmes. Non. L'islam n'a jamais voulu ça. L'islam voudrait qu'une fille qui va en mariage, qu'elle ait vraiment l'âge 1, de pouvoir aussi donner un enfant sans problème. Le gros problème, c'est qu'il y a un problème de communication entre parents et enfants. Et je crois que ces genres de rencontres, c'est un moment fort de partage d'expérience, de partage d'informations, de partage de pratiques. Cette journée internationale de la fille est également célébrée dans beaucoup de communes à l'intérieur de la région. Le même format qui consiste à associer les parents et échanger avec eux est également adopté. Et dans le reste de l'actualité, la tournée nationale de Serigne Modou Kara Mbacké, son parti, le PVD, veut conquérir toutes les communes du Sénégal, révolutionner le système actuel. Voilà ce à quoi appelle Serigne Modou Kara Mbacké. Les détails avec Al-Hassan Niang et Moussa Fall. Les membres du Parti de vérité pour le développement dénoncent ce qu'ils appellent la mauvaise gestion du pays, surtout en cette période de pandémie. Cette mission ne s'adresse pas seulement au Sénégal. Mais avant de commencer quoi que ce soit ailleurs, il est temps maintenant qu'on essaie de voir le système. Si aujourd'hui, et je tiens à vous le dire solennellement, après cette conférence de presse, si le régime en place, les tenants du pouvoir en place, ne rejoignent pas le général de Bamba dans ses propositions de changer de système et d'amener le système adéquat au Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, il va se radicaliser en s'opposant fermement.
rigoureusement face à ce régime et à ce système. Le PVD est créé en 2004 et compte aujourd'hui plus de 1111 membres selon les responsables. Ces derniers estiment qu'aucun des membres du PVD n'est en phase avec le président Macky Sall. Et on a vu après ce qui s'est passé avec l'avènement de l'alternance 2 du Sénégal, avec l'arrivée du président Macky Sall. Il peut peut-être utiliser le général de Bamba pour des fins électoralistes, mais aujourd'hui, aucun disciple, aucun membre de la famille du général de Bamba n'est content avec le président Macky Sall. Pourquoi? Parce que tout bonnement, si aujourd'hui Macky Sall a eu un deuxième mandat, tout le monde sait que c'est par le fait du général de Bamba, le guide de la révolution pacifique. Changer la façon de faire de politique et lutter contre la politique politicienne, les leaders politiques doivent se focaliser sur l'essentiel, estiment les partisans du PVD. Serigne Modou Kara Mbacké, c'est un homme politique. Il n'est pas politique. Il n'a rien à faire avec... Il n'a rien à voir avec la politique. Serigne Modou Kara Mbacké, il a une mission qui, tout au long de sa vie, fait de sorte que sa mission réussisse. Depuis Abdou Diouf, il s'est évertué. Depuis Abdou Diouf, Serigne Modou Kara Mbacké s'évertue à faire passer son projet de société, c'est-à-dire le projet de société de Serigne Touba. Comment travailler sur la jeunesse, comment faire ceci, comment faire avancer les choses. Il ne veut pas que les gens pensent que oui, c'est son projet de société. Il n'a rien à voir avec la politique, Serigne Modou Kara Mbacké. Il s'est averti, il l'a fait avec Abdoulaye Wade. Chaque fois, il revient, projet politique, projet de société, il lui tourne le dos. Il a fait cela avec le président Sall. Les militants du parti lancent un appel au chef de l'État à qui ils demandent de revoir sa façon de gérer le pays. Ils invitent la jeunesse sénégalaise à rejoindre Serigne Modou Kara Mbacké dans sa quête de révolution pacifique pour la stabilité du pays. Et c'est le grand titre de ce journal. Plusieurs communes du Sénégal ont perdu au moins 70% de leurs recettes à cause de la pandémie de Covid-19. C'est ce qui ressort de l'enquête réalisée par le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le compte-rendu de Adam Assar. La pandémie de Covid-19 a fortement impacté les collectivités territoriales. Une situation qui pousse le Haut Conseil des collectivités territoriales à poser le débat. Dans le cadre de la relance de notre économie, il va falloir que même pour le dernier trimestre de l'année, que les collectivités puissent être renforcées dans leurs moyens pour pouvoir finir l'année. Et voir demain qu'est-ce qui pourra être fait pour vraiment appuyer davantage les collectivités territoriales qui sont des démembrements de l'État. L'impact de la pandémie de Covid-19 sur les collectivités territoriales est considérable. Selon le président de l'Association des maires du Sénégal, certaines communes ont perdu 70% de leurs recettes. Évidemment, la pandémie a eu un impact sur tout le monde et particulièrement sur les collectivités territoriales. Et cet impact au plan financier, notamment au plan des recettes, de la mobilisation des recettes, a été évalué dans les communes les moins impactées à 25% de perte de recettes. Mais dans certaines communes, on a enregistré jusqu'à 70% de perte de recettes. Oui, nous demandons une allocation spéciale en fonction des difficultés que les uns et les autres rencontrent. Et le réseau des comptables publics que constituent les percepteurs est bien outillé pour pouvoir évaluer avec les collectivités territoriales où se trouvent les vrais besoins. Face à cette situation, des solutions sont préconisées pour aider les collectivités territoriales impactées par la pandémie de coronavirus. Ce que nous proposons, c'est que, d'abord en tant que collectivité territoriale, que nous prenons conscience que les choses ont changé. Les enseignements tirés de la Covid, nous devons les intérioriser et faire une planification basée sur les priorités du moment. Ce que nous pouvions faire en 2018 et 2019, au regard de l'impact négatif de la Covid, nous ne pouvons même pas l'envisager en 2021. Cette audition qui a duré 6 heures a permis aux hauts conseillers des collectivités territoriales de mieux s'imprégner de l'impact de la pandémie de Covid-19 au niveau des communes. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau ce lundi Saïkou Seydi, bonsoir.
Bonsoir Adam Anouchkava. Et nous allons parler sport avec vous. Premier match à domicile des Lions du Sénégal après 12 mois et dans un contexte sanitaire particulier. Beaucoup de restrictions attendues demain. C'est bien cela Adam Anouchkava. Lions du Teranga et Mourabitoun s'affrontent demain au stade de Lat Dior de Thiès pour un match amical. 650 spectateurs sont autorisés donc à suivre ce match et notez bien aussi que la presse va subir les contre-coups donc de la Covid-19. Pas de conférence de presse après match, pas également de zone mixte. Les précisions du président de la Fédération sénégalaise de football, le maître Augustin Senghor, au micro d'Abdourahmane Ly. Déjà au Maroc, ça l'a été. Ceux qui ont suivi le match ont vu que même les journalistes n'ont pas pu faire leur travail et qu'il n'y avait aucun public dans ce stade-là. Ici, au stade Lat Dior, nous n'avons finalement retenu que d'accueillir 650 personnes en loge officielle et en couverte, moyennant paiement aussi, parce qu'il faut le savoir, c'est la meilleure manière de je dirais, réguler le flux des spectateurs, mais aussi parce que la fédération a supporté l'intégralité des frais de ces deux matchs, donc autour de 200 millions. C'est normal aussi que les pertes issues des recettes de guichet puissent être rattrapées, ne serait-ce qu'en partie. En ce qui concerne la presse aussi, malheureusement, elle subira aussi les contre-coups du Covid, puisque nous sommes en mode vraiment réduit. Au niveau des accréditations, on a limité les accréditations au minimum. Et aussi, c'est ce qui est dommage, après échange avec les autorités et avec les autorités internationales, il a été jugé pour cette reprise plus prudent de ne pas avoir de conférence de presse après match, ni de zone mixte. Et j'espère que vos confrères comprendront cela. Mais ils seront en bonne place au stade pour pouvoir suivre le match et faire le reportage sans aucun souci. Il faut aussi dire que si nous réussissons ce test du match de demain, ça nous permettra peut-être d'aller vers le match contre la Guinée-Bissau, qui est autrement plus important, en mettant un peu plus de public. Pourquoi ne pas envisager jusqu'à 3 000 à 6 000 spectateurs, donc la moitié de la capacité du stade. Et certainement la presse retrouvera sa place naturelle dans les stades. Et Seïkou Seydi, la Fédération sénégalaise de football et le groupe Kiren viennent de s'accorder. Ils ont signé un nouveau contrat qui va durer cette fois 2 ans, c'est ça. Et ce, après 20 ans de compagnonnage, le président de la Fédération sénégalaise de football s'en félicite et renseigne sur les clauses du nouveau contrat qui est estimé à 50 millions de francs CFA par an. Le président de la Fédération sénégalaise de football est aussi revenu sur ce contrat qui lie les deux entités. L'objectif du groupe Kiren est de faire du football sénégalais numéro 1 en Afrique. Les détails avec Abdourahmane Ly. Pour la Coupe du Monde 2022 et la Coupe d'Afrique de la même année, les Lions de la Teranga pourront compter sur le soutien indéfectible du groupe Kiren. Le fournisseur officiel des Lions vient d'officialiser 2 ans d'accompagnement en plus des 20 ans aux côtés de la Fédération sénégalaise de football. Vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, vous savez qu'il y a la CAN qui arrive, il y a tous ces événements. Il est important de se préparer. Et aujourd'hui, c'est au-delà de notre signature, cela signifie que le sport, je l'espère, redémarre au Sénégal. Et nous avons bien sûr besoin de l'aval de l'ensemble des communicants et des sportifs pour que ce sport aille Tikanam. Ce renouvellement doit s'inscrire dans une logique de continuité d'un partenariat fort, puissant, profond, qui lie le groupe Kiren au football sénégalais et plus particulièrement à nos Lions. Un nouveau contrat avec de nouvelles clauses dont un appui financier augmenté de manière considérable. Nous recevrons chaque année 50 millions sur 2021 et 2022, mais aussi des primes en cas de qualification et de performance et à la CAN et à la Coupe d'Afrique. Dans son objectif d'être numéro 1 dans la sous-région, le groupe Kiren aspire également à faire du football sénégalais le numéro 1 au plan continental. Nous sommes en négociation actuelle avec le groupe Epsicola pour venir davantage présent dans les années à venir pour construire la base footballistique du Sénégal en termes de recrutement des jeunes, d'accompagnement des jeunes. Donc soyez-en sûrs, à chaque fois, nous essayons d'y apporter une pierre supplémentaire. Un partenariat qui pourrait s'ouvrir au foot pro. Le président de la Ligue professionnelle, CRSEC, n'a pas manqué de le soulever. Un des objectifs donc visés par cette collaboration longue de plusieurs années, mais solide comme un lion sur le terrain, soif de victoire.
Et nous reparlons du match amical prévu demain qui va opposer le Sénégal à la Mauritanie. Sidi Sarr déclaré forfait selon le médecin des Lions. Sidi Sarr a été touché à la cheville quelques minutes après son entrée en jeu lors du match contre le Maroc à Rabat. Selon le médecin des Lions du Sénégal, le milieu de terrain a une entorse et donc forfait. Les détails avec le médecin donc, de l'équipe nationale du Sénégal, Abdourahmane Feyor Diouf. Depuis le dernier match qu'on a joué au Maroc, on a eu un blessé, c'était Sidi Sarr qui s'est blessé au niveau de la cheville en retombant sur une action. Arrivé à Dakar, on a fait une IRM aujourd'hui même. On va recevoir les résultats du commentaire du radiologue demain, Inch'Allah. C'est une entorse, la cheville droite. Pour le match prochain, il ne pourra pas réellement participer à ce match. En fait, pour les autres joueurs, que ce soit Crépin Diatta, que ce soit Gana Gueye ou Joseph Lopi, c'est des contusions sur coup, avec un discret hématome localisé. Ce qui veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont reçu un coup, par exemple, Gana a reçu un coup au niveau de la jambe. Joseph Lopi a reçu aussi un coup lors d'un contact avec le gardien adverse au niveau du dos, et Crépin aussi. Mais pour eux, leur état n'est pas très grave de toute façon. J'espère bien qu'ils pourront participer au prochain match. Changement de discipline basketball, trophée UNFP du mois de septembre, l'attaquant sénégalais Ibrahima Niane a été nommé. C'est bien football, Adam Anouche Kaba, Ibrahima Niane, auteur de 3 buts durant le mois de septembre qui ont permis donc au FC Metz de gagner 4 points sur 6 possibles. Ibrahima Niane est d'ailleurs considéré comme le favori pour ce trophée devant l'attaquant du stade René, Serou Girassi, et Ignatius Ganogo, qui est l'attaquant du Racing Club de Lens. Et cette fois, je ne risque pas de me tromper du tout. Nous parlons de basketball, n'est-ce pas, Seïkou Seydi? Moustapha Gueye fait le point de la deuxième phase de préparation des Lions. 4 joueuses ont quitté le groupe des Lions et elles sont désormais 13 à continuer l'aventure avec Moustapha Gueye. Il a fait le point ce week-end de la deuxième phase de préparation de l'équipe nationale féminine du Sénégal qui prépare donc les prochaines fenêtres FIBA. Moustapha Gueye est donc revenu sur l'objectif de ce stage qui est de permettre ces joueuses qui évoluent dans le championnat local d'imposer leur candidature dans cette sélection. Écoutez. Nous commençons d'abord à ressentir un peu de fatigue chez les joueuses. Parce que je pense que la plupart d'entre elles ont commencé la préparation physique en club. Maintenant, ajouté à ce que nous faisons, je commence à sentir un peu de fatigue. Mais on est en train de jouer, de faire avec, d'essayer de les ménager sur le plan physique, essayer de toucher un peu leur subtilité tactique pour qu'elles réfléchissent davantage, pour qu'elles jouent plus en équipe. C'est un peu ça le sens du stage. Je pense qu'elles font des efforts, beaucoup de progrès. On est encore, c'est vrai, loin du niveau attendu, espéré dans 2 ou 3 mois, mais c'est normal parce qu'elles sont en début de processus. C'est normal qu'il y ait des retards, qu'il y ait des doutes, des inquiétudes, mais nous les aidons à trouver des solutions et c'est ça qui est important. Nous allons encore, je pense, continuer sur 2 semaines. Donc il nous reste à peu près 8 séances. J'ai bon espoir qu'au bout des 8 semaines, on va avoir un produit vraiment un peu meilleur. Mais de toute façon, l'un des objectifs de la présélection, du travail, c'est de mettre un peu en confiance les joueuses locales, préparer une base locale à toute éventualité et vraiment essayer de trouver 1, 2, 3 ou 4 joueuses qui pourraient, dans un avenir très proche, nous aider à jouer les grands rôles avec cette équipe nationale. Le stage va continuer durant 2 semaines. Moustapha Gueye va donc continuer le travail avec cette équipe en attendant l'arrivée des Lions qui évoluent à l'étranger. Adam Anouche Kaba, c'est tout pour l'actualité sportive de ce lundi. Merci Seïkou Seydi, c'en est également tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Dans quelques instants, la suite de la Total Bloc d'information avec Khalifa Diakhaté et je vous retrouve à 21h15 dans votre émission Décortica Santé qui va s'intéresser ce soir sur la PMA, la procréation médicalement assistée. À tout à l'heure.